trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là. Alors, Philippe, je voulais que tu viennes ici parce que, écoute, il y a un tremblement de terre aux Pays-Bas. Un gars on dit c'est le Trump des Pays-Bas. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Hein. Il avait apparu un peu sous le radar il y a quelques années de ça. On dit c'est le leader de l'extrême droite. Et là, on l'avait un peu oublié. Et boum, c'est lui qui est maintenant numéro 1 aux Pays-Bas. Un autre pays qui se donne un leader de la droite dure, mettons. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que Geert Wilders, son nom? Oui. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que c'est l'extrême droite? Non, c'est ça. Je pense que nous deux, on a lu le dernier livre de Mathieu Bock-Côté. Oui. Et dont le premier chapitre porte justement sur cette notion d'extrême droite. Moi, je préfère garder ce terme-là vraiment pour parler du vrai fascisme, du nazisme. Oui. Je pense que c'est vraiment à ça que ça réfère. Parce que souvent, les gens qui nous disent cette politicien est d'extrême droite, on lui dit, mais vous êtes en train de dire que c'est un nazi, c'est un fasciste. Puis ils vont dire, non, c'est parce que de nos jours, l'extrême droite, ça s'incarne d'une autre façon. Ouais. Mais ces mêmes personnes-là, par la suite, vont dire, ce qu'on vit actuellement, c'est le retour des années 30, c'est le retour du nazisme. Donc, en fait, il y a quelque chose de mauvaise foi. Alors, puis en même temps, ça banalise le nazisme aussi. Oui, ça, absolument, parce que le vrai nazisme, c'est beaucoup plus grave que juste un leader un peu démagogue. Là. Parce qu'on a l'impression, dès que t'es un peu à droite de la gauche, t'es dans l'extrême droite. Absolument. Là, on est rendu là, pour vrai. Là. Il suffit que tu sois juste un peu contre la présence des drag queens auprès des enfants, puis là, t'es d'extrême droite. Oui. Est-ce qu'on peut parler de droite dure? Qu'est-ce que tu dirais? Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut employer des expressions comme ça, justement, droite dure ou droite populiste. On peut parler aussi de démagogue, tout simplement. Un démagogue, c'est simplement quelqu'un qui va utiliser des expressions qui vont marquer les esprits, qui vont chercher à choquer, chercher la polémique. Donc, on sait que Geert Wilders a déjà traité les Marocains de racailles. Il a déjà dit que le Pays-Bas vit une invasion islamique. Donc, c'est quelqu'un qui se gêne pas pour employer des expressions qui choquent beaucoup, qui sont pas dans la nuance. Alors, à ce moment-là, moi, ça me surprend pas que quelqu'un comme ça finisse par être élu. Ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années qu'on entend parler de son nom. Pourquoi ils finissent par être élus, à se faire élire, ces gens-là? C'est parce que, tout simplement, les actions ne sont pas prises. Donc, les politiciens plus modérés ne prennent pas les actions qui devraient être reprises. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en Europe de l'Ouest, de manière générale, en Europe du Nord, en Europe du Sud, il y a un problème migratoire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, et c'est ça, ils viennent très massivement, et ça vient comme trop rapidement, en fait. C'est des grandes masses de population qui viennent rapidement, qui ont des mœurs très différentes, puis ça apporte des problèmes. Non, pas parce que ces gens-là, intrinsèquement, ne peuvent pas s'intégrer, mais c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre, ça ne fonctionne plus, l'intégration. Surtout quand ça se fait aussi rapidement aussi. Mais tu vois, justement, là, c'est bon ce que tu dis, parce que, tu sais, entre autres, Mathieu, il dit souvent, il faut tenir compte de notre capacité d'accueil. C'est pas de fermer les portes, ce que PSPP dit aussi. Il faut tenir compte de notre capacité d'accueil. Paf, ils se font traiter d'extrême droite. Ouais. Fait que là, tu sais, boum, tout le temps. Fait que là, si les modérés, les politiciens modérés ne parlent pas de ce problème-là, de l'immigration massive, à un moment donné, il y a une bête qui va sortir. Paf, ça va être Trump, ou ça va être le gars en Hongrie, ou ça va être celui qui a été élu en Argentine, la femme en Italie, etc. Mais même ces gens-là, une fois au pouvoir, je remarque que souvent, il y en a qui peuvent se plier aux décisions de l'Union européenne et pas faire grand-chose. On l'a vu en Italie. Il y a quelques années encore, c'était un autre gars de la Ligue qu'on appelait, puis le mouvement 5 étoiles. Ces gens-là ont réussi à atteindre le pouvoir. Et pourtant, l'Italie continue quand même de recevoir pas mal de personnes en provenance de Méditerranée. Donc, on voit que il suffit pas de juste d'avoir une volonté politique, mais aussi l'Italie et les pays d'Europe du Sud, leur problème, c'est qu'ils sont juste à côté des pays du Maghreb, d'Afrique subsaharienne. Donc, il faut aussi avoir quand même une géographie qui permet d'avoir une certaine chance. Et les Pays-Bas ont quand même cette chance-là parce qu'ils sont pas juste à côté de la Méditerranée. Donc, ils ont le pouvoir de freiner du moins une immigration trop massive. Puis, comme tu dis, justement, si nos politiciens plus modérés n'arrivent pas à faire les actions qu'il faut, c'est sûr que des démagogues comme Trump et d'autres vont finir par arriver au pouvoir. Puis justement, moi, j'aime bien Vincent Coussaudière, qui est un intellectuel français, qui avait déjà expliqué en 2012, là, ça c'est avant même que les crises commencent en Occident, en Europe,
Il avait expliqué que le populisme, au fond, c'est quoi? C'est le fruit d'un conservatisme qui n'arrive pas à trouver sa canalisation dans les institutions politiques. C'est-à-dire que dans un peuple, une société, il y a toujours un courant progressiste et un courant conservateur. Puis s'il y a juste le courant progressiste qui prend toute la place, puis les fameux conservateurs sont juste des progressistes comme plus mous, ben, ce qui se passe, c'est tout simplement que le véritable conservatisme qu'il y a dans une société est trop retenu, il est trop, si on veut, vu qu'il ne trouve pas de canalisation, ben, il va s'incarner dans la rue, puis il va finir par s'incarner dans un parti qui est plus extrême, qui va plus loin, puis on le voit actuellement. Ben oui, et écoute, je vais te raconter une histoire personnelle. Il y a plusieurs années de ça, au Franc-Tireur, l'émission que je co-animais avec Benoît Dutrisac à Télé-Québec. J'avais reçu un leader, des mouvements gays. OK, des porte-parole du mouvement LGBT aux Pays-Bas. Bon, les porte-paroles des mouvements LGBT, ils sont relativement progressistes. Ils sont assez à gauche. Et lui, il me disait, écoute, il y a une résurgence, il y a une montée des attaques homophobes contre les gays aux Pays-Bas. Puis c'est drôle parce que les Pays-Bas est un endroit, justement, je sais pas si c'est déjà allé à Amsterdam, mais tu sais, c'est vivre et laisser vivre. Puis comme libertaire. Très libertaire. C'est comme, bon... Ils acceptent les différences, tout ça. Puis il y a une montée des attaques contre les gays. Et c'est dû en grande partie par l'immigration maghrébine. Je ne dis pas que tous les Maghrébins sont homophobes, mais vous savez ce que je veux dire, là. Il y a des gens qui arrivent qui n'ont pas les mêmes codes culturels. Les autres, ils sont pas habitués à avoir des gays. Dans leur culture, c'est mal vu, tout ça. Fait qu'il dit, c'est souvent... Mais, tu sais, j'essaie d'en parler, mais on a l'air raciste quand on dit ça. Mm-hmm. Il faut pas que tu dises ça. Il faut pas que tu parles de ça parce que tu nourris l'extrême droite, tu nourris les racistes. Donc, ben, à force de garder le silence sur des situations qui sont vraies, à un moment donné, puis de mettre tout le temps la poussière sous le tapis, puis la poussière sous le tapis, à un moment donné, il y a une bébite qui va sortir dans le tapis. Absolument, mais c'est pas du tout surprenant. Mais comme tu dis, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de ces pays-là, qui peuvent très bien comprendre l'homosexualité puis ces réalités-là, puis qui finissent par s'intégrer. Puis il y en a même plusieurs qui fuient ces pays-là, justement, parce qu'ils veulent plus de liberté, ils veulent plus de tolérance. Mais si on accueille n'importe qui de manière massive, puis qu'on ne tient pas compte de capacité d'accueil, qu'on ne tient pas compte de l'importance qu'apporte le nombre, c'est certain qu'on se retrouve devant justement des cas comme ça. Puis c'est pas juste aux Pays-Bas, c'est pas juste dans les pays d'Europe. Même aux États-Unis, je me rappelle, il y a quelques mois de ça, il y a un conseil municipal qui est viré presque 100% musulman. Puis là, ceux qui sont pour la diversité disaient « Mon Dieu, c'est magnifique, on a enfin un conseil municipal majoritairement musulman, ça montre qu'on est ouvert d'esprit, tout ça. » Et là, le conseil municipal a adopté qu'il bannissait les drapeaux gays. Il bannissait les drapeaux gays dans les établissements gouvernementaux. Puis il disait, oui, on veut pas de ça chez nous, c'est pas dans nos valeurs. Et donc là, on se retrouve encore une fois. C'est pas parce que tu fais partie de la diversité que tu t'entends avec les autres qui font partie de la diversité. Ça montre toutes les contradictions du mouvement intersectionnel, c'est-à-dire cette idée qu'on va rassembler tous les gens qui sont pas dans la majorité blanche ou hétérosexuelle, et tous ces gens-là, ensemble, ils ont tous une cause commune pour faire valoir leur identité. Parce que ce qu'on comprend pas, c'est que ils s'entendent pas tous entre eux. Donc, et ce que je remarque, c'est que les woke ont tendance à privilégier, à chaque fois qu'on se retrouve dans des contradictions comme celle-là, les woke privilégient justement le racisé ou le musulman, si on veut. Donc, ils vont privilégier celui qui va vraiment être d'une religion différente ou d'une couleur de peau différente, et ils vont laisser à l'écart les femmes et les homosexuels, parce que ceux qui pâtissent vraiment du fait qu'on reçoive une immigration trop importante en provenance des pays d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, c'est vraiment les femmes et les homosexuels. Parce que justement, moi j'ai plein de femmes ici à Montréal qui me disent, j'ai plein de femmes, ils sont pas à moi, là, c'est pas ça. Ah, t'es polygame? Non, c'est ça, oui. Une conversion à l'islam, je suis vraiment pour la diversité. Non, mais il y a plusieurs femmes qui me disent à Montréal, qui me disent à mots couverts, qu'elles ne se sentent plus en sécurité à Montréal. Tu sais, moi, il y a des gens qui me disent, je me sens comme dans mon pays d'origine. Donc le Maroc ou des pays du Maghreb. À Montréal, je me sens comme dans mon pays d'origine parce qu'elles me disent je vis des situations où on me fait des regards, on me fait des commentaires, on m'aborde puis de manière très déplacée. Et c'est pas les Montréalais de toujours qui font ce genre de regards-là, de commentaires-là.
Donc, on voit très bien qu'il y a des limites quand même à toujours recevoir. Puis ça me fait rire, quand je vois dans les médias, là, c'est rendu que le nouveau stratagème pour dire qu'il n'y a pas de problème avec l'immigration, c'est de dire que la notion de capacité d'accueil, c'est une notion d'extrême droite, ou c'est une notion floue, c'est un concept flou qui veut rien dire. Mais écoute, j'ai envie de dire... t'as lu Fabien Delise dans Le Devoir, où il interviewait un spécialiste, entre guillemets, puis qui disait que toute personne qui ose parler qui ose dire qu'il faut tenir compte de la capacité d'accueil, c'est de l'extrême droite. Ben oui. Je m'excuse, mais il faut tenir compte de notre capacité d'accueil, pas seulement en espace, parce qu'effectivement, le Canada, c'est grand, maudit, on peut en accueillir des gens, c'est pas ça, là. C'est la capacité d'accueil au point de vue économique, là. Économique, puis même culturel. Oui. Mais on peut mesurer les capacités d'intégration, puis on le voit justement avec la hausse des loyers. La hausse des loyers, là, de la manière qu'on le connaît, c'est vraiment propre au Canada. Parce qu'il y a une hausse des loyers dans d'autres pays, puis dans d'autres pays occidentaux. Mais la fulgurance qu'on connaît, la vitesse à laquelle ça se fait, c'est vraiment propre au Canada. Puis on sait pourquoi. Les banques torontoises en parlent. Il y a différents experts qui en parlent. C'est parce que on reçoit trop de monde rapidement puis on construit pas aussi vite. Puis c'est parce qu'on peut pas construire assez rapidement. Parce qu'il y a des progressistes qui nous disent « Mais on va investir dans le logement social. » Québec solidaire n'arrête pas de dire ça. C'est parce que c'est qu'on reçoit trop de monde. C'est parce qu'on construit pas assez. Mais à chaque fois, je dis à ces gens-là, mais avez-vous vu la quantité de chantiers de construction qu'il y a à Montréal, de un? Là, vous en voulez encore plus. Parce qu'on manque déjà de travailleurs sur les chantiers actuels. Ben oui. Là, vous voulez que Montréal soit encore plus un enfer de chantiers de construction partout. Puis... Attends, mais là, l'éducation, faut les mettre dans des écoles, ces enfants-là. On manque de profs, là. Il faut des écoles, plus de services de santé, des services sociaux. Le système de santé est en train de craquer. Mais c'est ça. Donc, à un moment donné, il y a des limites là, au système à recevoir des gens comme ça. Et là, écoute, Pays-Bas, la droite dure ou la droite populiste qui est présente. En Argentine, il y a eu aussi une élection, puis c'est un libertarien, un supra-libertarien qui a gagné. Aux États-Unis, on dit que Trump mène dans les sondages. En Italie, en Hongrie. Donc, il y a une montée de la droite dure, et là, la gauche dit, c'est épouvantable, mais la gauche devrait peut-être se regarder, parce que peut-être qu'en niant certaines réalités, elle crée justement cette montée de la droite dure. Ben oui, c'est absolument la raison pourquoi il y a cette montée-là. C'est sûr et certain. Puis on entend souvent depuis des années des gens de gauche traditionnelle qui disent « je ne me reconnais plus dans la gauche ». Et c'est vrai, je peux les comprendre parce que la gauche traditionnelle, comme ils disent souvent, ces gens-là, c'est défendre les travailleurs. Justement, aujourd'hui, il y a des grèves. Là. C'est cette gauche-là, dans le fond. Au départ, c'est cette gauche traditionnelle-là qui va défendre les travailleurs, le vrai monde, les syndicats et tout ça. Tandis que là, la gauche woke, c'est vraiment plus toujours les minorités, toujours le racisé, toujours le racisme, la xénophobie. À un moment donné, parce que ce discours-là finit par tanner le monde parce que ça ne correspond pas à la réalité puis aux actions qui devraient être prises. Puis on le voit justement, on parlait tantôt de capacité d'accueil, mais j'ai envie de dire à ces gens-là, si le Québec accueille 2 millions d'habitants, de nouvelles personnes, c'est quoi, il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de capacité d'accueil. Ces gens-là nous disent, il n'y a pas de limite. Au fond, on peut accueillir des centaines de millions de gens, finalement. Ben oui. Écoute, il y a une ville en Italie que j'aime beaucoup, c'est Bologne, qui est une ville universitaire. D'ailleurs, la première université en Europe, c'était à Bologne. C'est une magnifique ville. Je suis allé 3-4 fois, et la dernière fois que je suis allé, là, il y avait des immigrants partout, dans des tentes qui dormaient à l'extérieur, puis tout ça. Et ça causait des problèmes sociaux, là. Ils ne savaient plus où les mettre, il n'y avait plus de job pour ces gens-là, il y avait de la criminalité, tout ça. À un moment donné, t'aides pas non plus ces immigrants-là, si t'en reçois trop, puis tu peux pas en prendre soin, là. C'est sûr que non. Puis on le voit même parmi l'immigration légale, on a reçu des gens qui, dans leur pays, sont ingénieurs, sont professeurs, sont mathématiciens, tout ça, puis ils arrivent ici, puis on leur dit, ici, ça vaut rien, votre diplôme, puis vous êtes chauffeur de taxi. Souvent, ces gens-là peuvent se recycler en chauffeur de taxi, ce qui est un métier noble tout de même. Mais c'est-à-dire que ces gens-là avaient un métier quand même de haut niveau dans leur pays, puis là, on les a pas avertis que rendu ici, leur diplôme n'aurait pas la même valeur. Donc, est-ce qu'on sert vraiment ces gens-là en faisant venir massivement comme ça? Moi, je suis pas certain de ça. D'autant plus que pour les pays d'origine qui perdent ces populations-là, ils perdent des cerveaux, ils perdent des capitaux, ils perdent des travailleurs, justement, qui sont bien diplômés. Donc, comment les pays qui sont moins développés vont pouvoir un jour se sortir du trou s'ils sont toujours en train de perdre leur cerveau puis leurs élites? Et tu parlais, là, entre autres, dès que, mettons, il y a de la criminalité, puis ça donne que ce sont des immigrants,
on met ça sous le tapis. Il y a quelques années, à Cologne, il y a plein d'immigrants arabo-musulmans. C'était le 31 décembre, avant le 1er janvier, là, puis ils sont partis à la chasse aux femmes. Il y a eu un paquet de viols collectifs et tout ça. Et dans la gauche, on n'en a pas parlé. Les féministes n'ont rien dit. Et pourtant, Christy, c'était des femmes qui étaient agressées sexuellement dans la rue, violées, puis tout ça. Là. Mais c'est pour ça que je dis que c'est crucial, comme je disais tout à l'heure, de comprendre que les woke vont toujours privilégier celui qui a une religion minoritaire, une couleur de peau minoritaire, par-dessus les femmes et les homosexuels. Parce que, comme tu dis, dans le cas de Cologne, c'est des agressions sexuelles qui ont touché les femmes, évidemment. Et les femmes ont été laissées de côté au bénéfice justement de la protection des minorités religieuses et de couleur de peau. Exactement. Écoute, Jean-François, notre réalisateur, je voulais faire passer cette semaine un petit vidéo là, qui a été fait là, en Israël sur les agressions sexuelles contre des Israéliennes. Est-ce qu'on l'a encore en stock, le vidéo? Écoute, je vais faire entendre ça. C'est en anglais. C'est une vidéo ironique, humoristique. C'est une Israélienne. Le Hamas fait un paquet d'agressions sexuelles sur des femmes et elle va se plaindre dans un centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Ils ont fait une vidéo un peu ironique. On écoute ça. Merci, Jean-François. What a crime? Yes. I was raped. So sorry. We're here to help. Tell us what happened. I was at a music festival. We heard gunfire and everyone was running. I started running and then he grabbed me. He yelled something in Arabic and then he ripped my... Sorry to interrupt you. You said he was yelling in Arabic. Yes. So he ripped my pants and then he just... Sorry, I just need a bit of background here. Are you Israeli? Yes. And your rapist was Palestinian? He was a Hamas terrorist. Okay, just, this is a bit awkward, but... Et là, c'est une fille qui se plaint. Elle dit, j'ai été agressée. Oui, OK, on va prendre votre plainte, tout ça. Le gars crie en arabe. Oh, excusez-moi, il crie en arabe, oui. Et là, soudainement, on ne sait plus quoi faire, etc. La fille est agressée, point final. Mais écoute, on a vu récemment, il y a des gens qui disent... Moi, je crois pas ça, moi. Là, écoute, en Alberta, la directrice d'un centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles qui a dû démissionner parce qu'elle a dit quand une femme dit qu'elle est agressée, il faut la croire, sauf si elle est juive. Parce que moi, je crois pas ça. Je crois pas ça que des femmes ont été agressées sexuellement par le Hamas. C'est drôle. Ah bon? Et alors, ce vidéo-là, c'est ça. Dès qu'elle dit « j'ai été agressée par un arabe », là, soudainement, la fille qui lui parle, qui est woke, elle dit « je suis pas sûr qu'on peut prendre votre plainte ». C'est intéressant, hein? Ceux qui sont pro-MeToo nous ont répété inlassablement qu'on vous croit. Donc, aussitôt qu'il y a une accusation, on vous croit. Ce qui a mené, évidemment, à des accusations contre des personnes innocentes ou dont les actes pouvaient être relativisés. Puis quand, justement, c'est une femme qui a subi, justement, des violences provenant de personnes... De minorités, en situation de minorité. Mais là, on vous croit pas. C'est soit on vous croit ou on vous croit pas. Mais dans les deux cas, ça pose problème, parce que si on vous croit... Donc, ça veut dire que les femmes passent en second plan. Ben oui, je pense que les femmes et les homosexuels passent toujours en second plan vis-à-vis des minorités ethniques et religieuses. C'est vraiment le choix qui a été fait par les woke. C'est vraiment comme dans leur hiérarchie, je sais pas, inconsciente, si on veut, pour bien correspondre à l'idéologie dominante. C'est vraiment toujours ça. Puis c'est quand même inquiétant pour les femmes, les homosexuels, pour leur avenir, parce que si nos pays continuent de recevoir massivement des gens, justement, de ces pays-là, puis que les woke continuent d'agir tels qu'ils le font, l'intégration va toujours se faire de moins en moins. Puis la condition des femmes et des homosexuels va toujours reculer constamment. Puis on le voit justement en France, dans d'autres pays occidentaux. Il y a des quartiers où les femmes ne sont plus présentes. Ou du moins, elles vont se cacher, elles vont faire très attention. Elles vont pas être aussi... ils vont pas porter des mini-shirts, ils vont pas porter justement des camisoles et tout ça. Donc on voit qu'il y a clairement une islamisation de l'Occident. Puis je peux comprendre pourquoi Geert Wilders est porté au pouvoir puis dénonce cette invasion
invasion islamique, parce qu'il y en a une pour vrai. Mais c'est-à-dire que... Mais justement, c'est comme, et là, je reviens, on boucle la boucle et on revient à ce que tu disais au tout début en se laissant, c'est que si les politiciens respectables, fréquentables, entre guillemets, modérés, n'adressent pas, ne parlent pas d'un problème, ben là, les gens vont se retourner vers des gens, des démagogues. Puis, oui, mais chasser le naturel, il revient au galop. C'est toujours ça qui se passe. Vous lancez un boomerang, et vous revenez en face. Non, mais c'est ça qui est en train de se passer. Puis moi, je pense que Trump a des bonnes chances de revenir au pouvoir parce que Joe Biden n'arrive pas à répondre à des questions comme celle-là. Parce que souvent, au Québec, on va médiatiser Joe Biden comme le gars qui est un peu comme les Québécois, modéré, relativement progressiste, puis qui est quand même modéré sur la scène internationale. Tandis, ce qu'on comprend pas, c'est que dans la société américaine, il y a encore beaucoup de pauvreté, il y a encore justement le problème migratoire. Puis ces questions-là, c'est juste Trump qui arrive à apporter justement des solutions, des idées. Écoute, Philippe, tu me mets les mots dans la bouche parce qu'un peu plus tard dans l'émission, on va recevoir Luc La Liberté, puis il dit justement qu'il y a un angle mort pour la campagne de Joe Biden, c'est l'immigration. Il ne sait pas quoi faire avec ce sujet-là, il ne sait pas quoi dire. Et là, bien sûr, écoute, il y en a un là, qui se frotte les mains dans le fond là, en disant « Moi, je sais quoi dire sur ce problème-là. » C'est bien sûr Donald Trump. Merci, Philippe Lorange. Merci. Bonne journée.